Aujourd'hui, je ne vous présente pas un SUV électrique, mais bel et bien, enfin, un break 100% électrique. L'Opel Astra dans sa version Sports Tourer, donc 100% électrique, cousine technique de la Peugeot i308 SW. Je l'ai eu pendant 2 semaines, j'ai fait plus de 2000 km à son volant dans 4 pays différents, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur une expérience pratique sur long trajet avec cette voiture, la vidéo de mon road trip est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, ça sera un bilan complet, un essai de cette voiture, ses tops, ses flops, quels sont les points que j'ai adorés, quels sont les points que j'ai détestés, est-elle adaptée aux familles, quelle est son habitabilité, son niveau de confort, comment elle se conduit en ville, sur route et sur autoroute. On va parler aussi autonomie réelle, consommation en recharge un petit peu dans cette vidéo. Et on va également parler des tarifs, notamment en location, parce qu'effectivement, en achat comptant, c'est une voiture qui est un peu chère, même trop chère, par rapport à sa fiche technique. On en parle tout de suite. Effectivement, sa fiche technique, on la connaît déjà pas mal au sein du groupe Stellantis, ça n'a pas beaucoup évolué. On est toujours sur une batterie de 54 kWh de capacité, une autonomie officielle à environ 400 km WLTP, ça dépend des configurations, notamment des jantes. On parlera des autonomies réelles juste après. Au niveau de la motorisation, il n'y a qu'une seule version disponible au catalogue, pas de 4 roues motrices malheureusement, uniquement une traction qui développe 156 chevaux. On parlera aussi de sa motricité un petit peu plus tard dans cette vidéo, justement, on parlera de ses performances aussi, qui ne sont pas stratosphériques. Le 0 à 100 se fait en environ 9 secondes, donc vous le voyez, ça sera une voiture pragmatique, polyvalente, faite pour les familles. On ne va pas vraiment s'amuser à son volant. Ceci dit, elle se montre quand même très agile. On en parle juste après dans cette vidéo. Donc voilà, au niveau de la fiche technique, ce n'est pas sensationnel. On connaît déjà cette fiche technique justement chez d'autres modèles Stellantis. Ceci dit, j'ai été impressionné notamment par ses consommations par rapport à ses cousines du même groupe, notamment Fiat 600, Jeep Avenger, etc. Bon, c'est des véhicules un tout petit peu plus hauts. Cette Opel Astra Sport Tourer, elle paraît assez aérodynamique dans son design, mais surtout, elle hérite d'une autre plateforme comme chez Peugeot. Ce n'est pas la plateforme SMP, c'est une autre plateforme et apparemment le réducteur a été amélioré. On a une meilleure vitesse maximale, 170 km/h en pic, et donc j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie à plus haute vitesse, environ 130 km/h. J'ai eu des consommations assez impressionnantes. En Italie, à 130 km/h, j'étais à environ 16 kWh au 100, en prenant en compte les différences de dénivelé, c'était à peu près plat sur mon trajet. Donc franchement, excellente surprise au niveau des consommations. On arrivera à des autonomies réelles sur autoroute d'environ 2 heures. On fait des pauses toutes les 2 heures environ. On l'a vu dans mon road trip. Ça fera environ tous les 200-250 km grand maximum. Il faudra faire une pause sur autoroute. En ville, on pourra tabler sur des autonomies supérieures à 300 km. Et puis sur route également, plus de 300 km, c'est ce que j'ai pu mesurer. Alors, je n'ai pas réussi à atteindre les 400 km officiellement, mais ceci dit, je n'ai pas été limité par la voiture pendant mon road trip. Depuis ici jusqu'en Slovénie, plus de 800 km, 3 arrêts recharge. Tant qu'on s'organise un petit peu en amont, par exemple la première pause on l'a fait pour la pause café, la deuxième pause pour le repas de midi et la troisième pause en allant faire des achats par exemple, en fin de compte on ne sera pas limité par la voiture, ça demande juste un petit peu d'organisation comme je l'ai dit. Alors attention, ça ne sera pas une voiture destinée aux professionnels qui font fréquemment, quotidiennement même de longs ou très longs trajets. Ça sera plutôt une voiture destinée aux familles qui partent de temps en temps en vacances mais qui ne font pas non plus des 2500 km pour partir en vacances, qu'on soit clair. On reste sur une taille de batterie assez limitée, ça sera écologique, 54 kWh. Pour une fois, je ne vous présente pas une voiture avec 80 à 100 kWh de batterie. Ici, on sera sur une voiture plutôt écologique, elle veut profiter du bonus écologique en France d'ailleurs. Et donc, ça conviendra pour la majorité des personnes, pour beaucoup d'usages. Attention quand même, si vous partez en vacances en hiver, là, il faudra prendre en compte une autonomie un peu réduite et surtout, on n'a pas de préconditionnement de batterie sur cette Opel Astra Sport Tourer. Et donc, les temps de recharge seront un petit peu plus élevés en hiver. Il faudra compter environ 40, voire même 45 minutes si vous arrivez à la borne avec une batterie froide et environ 30 minutes en été. Alors officiellement c'est 26 minutes pour le 20 à 80%. Moi j'ai mesuré des temps plutôt à 30 minutes, voire même un tout petit peu plus. J'ai fait un 10 à 80% de environ 32 minutes il me semble. Ça dépend des conditions, ça dépend des bornes, etc. Mais dans l'ensemble voilà, une grosse demi-heure, c'est pas génial. Mais compte tenu de son type d'utilisation, c'est pas une voiture qui est destinée vraiment aux flottes d'entreprise. Je trouve que pour une famille ça reste relativement correct. Attention quand même en hiver. Je prends mon iPhone dans les mains pour vous parler rapidement du design extérieur de cette Opel Astra Sport Tourer, ici dans une très belle configuration. Et je trouve que la face avant, elle est très sympathique. On reprend donc les codes qu'on connaît déjà chez Opel, avec une partie en noir laqué juste ici. Franchement, cette signature lumineuse, ça lui va très bien. Ici, on est sur des jantes en option, en 18 pouces. Ça lui va plutôt bien avec ce coloris extérieur en option, facturé 900 francs suisses. On a également une grande nervure sur le capot ici, assez originale, moi j'aime bien.
On est équipé en option d'un toit panoramique dans un pack confort, il me semble. On a également le toit en noir brillant qui est lui aussi en option, avec les coques de rétroviseur en noir brillant également. Au niveau du profil, 4,64 m en longueur. Alors ça reste une voiture, je dirais, assez maniable en ville. Rayon de braquage, enfin diamètre de braquage plutôt, 10,70 m. C'est très correct compte tenu de la taille du véhicule. On est sur une voiture qui n'est pas trop large non plus, pas trop haute, donc plutôt facile à garer, je dirais. Du côté de la carrosserie, on a quelques petites nervures ici en bas, idem ici, une ligne assez travaillée quand même. La trappe de recharge à l'arrière droit, donc 11 kW en courant alternatif, et puis jusqu'à 100 kW en courant continu. Moi j'ai tapé même 110 kW de puissance. Effectivement, c'est pas sensationnel non plus au niveau des temps de recharge. Et puis à l'arrière, vous le voyez, avec un petit becquet assez sympa, assez travaillé juste ici. Et puis ces feux assez effilés, bien travaillés. Franchement, au niveau du design, ça passe partout, je dirais. C'est un design, je trouve, qui est relativement pragmatique là encore. On ne remarque pas forcément que c'est une voiture électrique. Effectivement, elle est disponible aussi en essence, diesel et plug-in hybride. Et donc, on passe à peu près partout. Les gens ne regardent pas trop la voiture. Et ça plaît aussi à beaucoup de personnes. C'est vrai que certaines voitures électriques sont un petit peu, des fois, m'as-tu vu, un petit peu too much. Ici, ce n'est pas le cas. Le design, il est très réussi, très sobre, je trouve. Mais je trouve que ça lui va bien. Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. En fait, à part sa fiche technique qui, on l'a vu, n'est pas exceptionnelle, je trouve un autre défaut à cette Opel Astra Sport Tourer, c'est son tarif en achat comptant. Alors en Suisse, sur cette finition plutôt haut de gamme avec pratiquement toutes les options, on dépasse les 50 000 francs suisses. C'est assez hors de prix, hein. On l'a vu compte tenu de sa fiche technique. Là, clairement, en achat comptant, une Model 3 fait bien mieux sur beaucoup de points. Même un Model Y sera plus habitable si on aime l'univers Tesla et si on est prêt à aller faire ses services ailleurs. C'est vrai que chez Opel, on a le concessionnaire en général proche de chez soi. En France, là aussi, les tarifs sont globalement assez élevés. En fait, sur toute la gamme Stellantis, que ce soit Peugeot, Opel, mais aussi Fiat, Jeep, je trouve que c'est des véhicules qui sont plutôt bons techniquement, sans être exceptionnels, mais ils sont juste vendus trop cher en achat comptant. Or ici, on peut profiter du bonus écologique en France. On peut mettre quelques options sur le véhicule, mais là aussi, il va pratiquement approcher des 50 000 euros. Attention quand même, on peut avoir des fois des primes, des rabais, etc. Et puis surtout, en location longue durée, il y a des offres très intéressantes maintenant. Cette Opel Astra Sport Tourer s'affiche à moins de 400 euros par mois sans apport, juste avec le bonus écologique de base, sans condition de reprise non plus. Si jamais cette offre peut vous intéresser, vous retrouverez des liens en description. Vous pouvez remplir un petit formulaire et puis vous serez contacté par un conseiller qui pourra vous conseiller sur le modèle de voiture, sur les équipements, etc. Mais aussi sur d'autres véhicules électriques si jamais vous êtes intéressé par un autre modèle. Et après avoir parlé des tarifs, un petit mot maintenant sur son coffre. Avant ça, sa charge tractable, eh bien, il n'y en a pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on peut mettre un crochet pour un porte-vélo, ça c'est très bien, jusqu'à 60 kg sur le crochet. Par contre, on ne pourra pas tracter une remorque, par exemple. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, au moins, on a un crochet pour le porte-vélo. Au niveau du coffre, il est à ouverture électrique, juste ici, en option, hein, sinon c'est une ouverture manuelle. Et puis au niveau du volume, on est sur plus de 500 litres d'espace de chargement, enfin un tout petit peu plus de 500 litres, avec la plage arrière comme ceci, avec le câble de recharge type 2, qu'on ne sait pas vraiment où ranger, parce que ici en dessous, il n'y a pas beaucoup de place, hein, vous le voyez. On n'a pas non plus de frunk, donc de coffre à l'avant, ça c'est dommage, on ne sait pas vraiment où ranger ce câble de recharge. Mais dans l'ensemble, le coffre, eh bien, il paraît plutôt logeable, je trouve, on n'a pas eu de problème pour ranger toutes nos valises, etc. Et puis on peut rabattre les sièges comme ceci avec les petites poignées juste ici, ça c'est pas mal. Alors il faut que j'aille avancer les sièges avant et je vous montre ce que ça donne une fois le plancher rabattu. Et voilà ce que ça donne, un plancher pratiquement plat, énormément d'espace de rangement. Et c'est ça en somme l'avantage de cette version Sport Tourer par rapport à une Astra normale. C'est justement l'espace, le volume qu'il y a au niveau du coffre. Et une fois la banquette rabattue, ça c'est pas mal. Vous le voyez, on a une banquette 40-20-40. Donc ça c'est top hein, pour ranger par exemple ses skis, si on part en vacances de ski. Ou tout autre objet, donc ça c'est super pratique. Et puis pour les familles à l'arrière, alors on a évidemment un accoudoir juste ici. Et puis on a aussi 2 isofix. Alors attention, on n'a pas 3 isofix, c'est très rare les voitures avec 3 isofix à l'arrière, donc ici on a 2 isofix. On a un tunnel central, ça c'est pas super pratique quand même. Effectivement on est sur une plateforme multi-énergie, donc essence, diesel, plug-in hybride et aussi électrique, et donc on hérite malheureusement de ce tunnel central. Et puis sinon vous le voyez, la présentation est plutôt pas mal à l'arrière, c'est plutôt confortable je trouve. Allons voir au niveau de la place aux jambes ce que ça donne. Vous le savez, je suis assez grand, je fais 1,88 m. Est-ce que j'ai assez de place à l'arrière? Réponse tout de suite. Donc c'est parti, j'essaie de m'installer et là, bon, c'est vraiment pas terrible hein, quand même. Là, un modèle Y fait beaucoup mieux, pourtant un modèle Y n'est pas forcément beaucoup plus long non plus. Des SUV font aussi un petit peu mieux. Alors effectivement, j'ai une position de conduite assez reculée, je suis assez grand, j'ai une position un peu sportive, mais quand même, c'est un petit peu décevant au niveau de l'espace à bord, malheureusement.
Au niveau de la tête, bon, ça passe tout juste, je ne suis pas non plus hyper à l'aise. Au niveau des coudes aussi, c'est un petit peu exigu. Donc je dirais que c'est une voiture adaptée aux petites familles. Si vous avez 2 ou 3 enfants, il faudra plutôt se tourner vers un SUV malheureusement, ou alors un break qui sera un peu plus grand mais aussi bien plus cher. Audi A6 e-tron, Porsche Taycan, Sport Turismo. Mais bon, non, je rigole. Mais effectivement, là, au niveau de l'habitabilité arrière, c'est pas fameux. C'est un petit peu mieux que la version berline, je pense, surtout qu'on aura un plus grand coffre. Mais ça reste un petit peu limite quand même. On a une seule prise USB-C à l'arrière. Il faudra faire attention si vous avez 2 enfants qui veulent brancher leurs appareils. Ça sera peut-être une source de conflit, cette seule prise USB-C. Et puis, on a 2 prises ici, 2 entrées d'air plutôt, avec des petits rangements au niveau des sièges. Bon, c'est du classique. Voilà, c'est correct sans être exceptionnel. Heureusement qu'on a un toit panoramique, un toit ouvrant panoramique, s'il vous plaît, ça c'est cool. Alors il ne va pas jusqu'à l'arrière ici, c'est un petit peu dommage, mais au moins il est ouvrant. Il est en option aussi, mais ça apporte un peu de luminosité, ça c'est cool. Allez, on passe maintenant à l'avant. Hop! Alors, on ne monte pas vraiment dans la voiture, c'est l'avantage des breaks justement, c'est une voiture assez aérodynamique et donc on s'assoit un peu dans la voiture, on s'abaisse un peu. Ça dépend effectivement des goûts. C'est vrai que dans un SUV, on a un peu plus de visibilité, enfin une meilleure visibilité et surtout c'est un petit peu plus facile de s'installer dans la voiture, mais bon ça c'est des goûts personnels. Donc au niveau de la présentation, bon, ça reste classique, ce qu'on connaît dans le groupe Stellantis. Nouveauté dans les essais maintenant, on va faire le petit test de la bouteille d'eau. C'est une bouteille de 7,5 décis et on va voir si on peut l'arranger justement. C'est la bouteille que je prends en général avec moi en road trip. On le voit ici dans les porte-gobelets, ça passe, donc ça c'est pas mal. Et puis au niveau du rangement dans la porte, ça passe aussi, donc ça c'est cool. Et puis on peut même ranger d'autres choses dans cette porte, donc ça c'est pas mal. On regrette quand même qu'il n'y ait pas vraiment de feutrine dans la porte, ça reste des plastiques très durs. Si on met des objets, ça a tendance à faire un petit peu de bruit et puis les plastiques dans cette gamme de prix là, c'est pas très valorisant malheureusement. Aïe aïe aïe. Ici on a un tout petit accoudoir, un très mini mais quand même un peu rembourré avec une sorte d'Alcantara ici, des inserts assez sympas en partie haute mais en partie basse, ça c'est un petit peu dommage. Idem au niveau de la planche de bord, bon ça reste des matériaux relativement classiques je trouve, c'est plutôt bien présenté sans être exceptionnel non plus. Idem ici, c'est un petit peu rembourré quand même mais ici ça reste du plastique. Au niveau de la console centrale, on reste sur du piano black, du noir brillant qui prend les traces de doigts, les rayures, etc. Vous le savez, je ne suis pas trop fan de ça. On a un petit rangement juste ici qu'on peut coulisser comme ceci avec un pad de chargement sans fil. Là aussi, c'est une option, ça ne sera pas livré de série avec un petit peu de rangement aussi ici. On a le sélecteur de vitesse, le sélecteur des modes de conduite, ça c'est pas mal aussi, le frein à main. Et puis on a un petit espace de rangement où je mets mon micro par exemple et puis ma petite chiffonnette pour justement nettoyer ce piano black qui prend les traces de doigts avec un rangement relativement classique je trouve. Donc dans l'ensemble au niveau des rangements c'est correct je trouve, plutôt pas mal compte tenu de la catégorie du véhicule, c'est pas sensationnel non plus mais là encore ça fait le taf. Voilà, donc au niveau du volant par contre ce que j'aime bien c'est que bon le volant il n'est pas spécialement joli je trouve, mais en revanche il est très très fonctionnel et puis il se prend plutôt bien en main. Et puis on a une direction légère, on le verra après, c'est une voiture très agile avec pas mal de raccourcis sur le volant, donc ça c'est vraiment le top. On a tout à portée de main, ça c'est génial. On en parle après à la conduite. Je vais allumer le véhicule, là vous allez voir ça va prendre un petit peu de temps. Effectivement là si je veux mettre la marche avant, vous voyez ça prend un petit peu du temps quand même si on est un peu pressé. Je vais me remettre en mode P justement. Là le système, bon, ça prend du temps pour l'enclencher etc. Effectivement, il ne faut pas être pressé chez Stellantis à ce niveau-là. Regardez ces animations là. Moi j'aimerais bien ma caméra de recul par exemple, j'aimerais bien, voilà. Mais bon, là il y a un petit bug, alors je vais peut-être fermer la porte, je ne sais pas. Non, même pas. Bon, ah, voilà, il a décidé de s'allumer enfin. Donc c'est vrai que là, quand on est un peu pressé, qu'on veut vite mettre la marche arrière, la caméra de recul ne s'enclenche pas tout de suite. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà au niveau de ce système, bon, ça c'est du classique. Vous le voyez avec le combiné ici derrière le volant, avec aussi cet écran central, combiné à un affichage tête haute en option. Ça, c'est pas toujours disponible sur les véhicules du groupe Stellantis. Donc heureusement qu'on a cet affichage tête haute, ça c'est pas mal. Au niveau de la réactivité du software, alors je sais pas trop pourquoi là, ça bug. Oula, bon. Je ne sais pas trop, je vais aller dans le mur d'application, voilà. C'est comme ceci, c'est pas génial au niveau de ce système, on le voit. Ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est les petits boutons ici physiques, avec les raccourcis par exemple pour le menu, avec le raccourci ici pour la voiture. Hop, si je clique juste ici, on peut désactiver les alertes de survitesse, ça c'est vraiment génial, et revenir comme ça au menu. On a aussi la température, ici on a aussi la puissance de la ventilation, par exemple le désembuage, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir pas mal de petits raccourcis comme ça, physiques, ça c'est vraiment bien. Et puis bon, dans l'ensemble, à l'intérieur,
pas de grande surprise non plus. Ce système, il n'est pas génial. Je vais me mettre peut-être en marche arrière pour vous montrer rapidement la caméra de recul. Là encore, pas d'une super qualité. Si je ferme la porte ici, on a une vue 360, hein, vous le voyez, enfin une vue plutôt du dessus, ça c'est pas mal. On a aussi une caméra à l'avant, ça c'est une option, hein, évidemment, système d'aide au stationnement. Ça c'est vraiment pas mal, la caméra à l'avant, ça aide avec la vue depuis le dessus. C'est pas mal, c'est une voiture, on l'a vu, qui est assez maniable, je trouve, avec un bon diamètre de braquage. Pour se garer, là, il n'y aura aucun problème. Bon allez, on passe maintenant sur la route pour que je vous livre mes impressions à son volant. Et c'est parti pour l'essai routier à bord de cette Astra. Alors ce que je peux dire, c'est qu'on a premièrement une visibilité très correcte, que ce soit à l'arrière ici, dans les rétroviseurs, même devant, les montants latéraux ici, ils sont pas trop épais, donc ça passe. Au niveau de la direction, elle est très souple, hein, vous le voyez comme ici, c'est parfait pour faire des petites manœuvres, sortir des parkings, etc. C'est super agréable. On l'a vu, une voiture assez facile à garer, malgré son gabarit relativement long, ça reste encore une voiture assez compacte. L'avantage, c'est que c'est une Astra classique, donc compacte, avec un grand coffre, donc ça c'est cool. En ville, elle se montre très silencieuse, même sur route, sur autoroute. Très très bonne insonorisation, je dirais que c'est un cran au-dessus des Jeep Avenger, Fiat 600, etc. sur une plateforme similaire, c'est pas la même plateforme, mais une plateforme similaire. Donc vraiment très bonne surprise au niveau de la sonorisation, au niveau du confort également. Pour faire de la ville, c'est vraiment l'idéal. Alors effectivement, on n'est pas sur une position de conduite hyper haute, mais on a une plutôt bonne visibilité. Ici, on l'a vu sur le passage à niveau, très bons amortissements également, une voiture bien suspendue, très agile en ville, une direction relativement précise. On peut se mettre aussi en mode sport, on le mettra après évidemment en conduite un petit peu plus dynamique, mais là, la direction elle devient beaucoup plus ferme, peut-être un petit peu trop ferme à mon goût. C'est pour ça que je me suis mis en mode de direction, enfin en mode de conduite normale. On a aussi un mode éco qui rend la direction un petit peu plus légère, même beaucoup plus légère encore. Un petit peu flou quand même, je préfère me mettre en mode normal du coup. Donc voilà, pour faire de la ville, c'est une voiture idéale je trouve. Rien à signaler, pas de grands défauts sur cette voiture pour de la ville. On a un mode B, donc un mode de récupération d'énergie que j'ai activé ici. Alors je vais me mettre quand même à 50 km/h et puis on va tester ce mode de récupération. Donc c'est parti, je me mets à 50, je relâche la pédale de droite et la voiture décélère, vous le voyez. Alors ici, je suis à 99% de batterie et la voiture a quand même de la récupération. Pourquoi? Parce qu'on a un buffer, donc une réserve d'énergie qui est assez grande sur cette voiture. Ici, sur le passage à niveau, idem, voiture confortable. Et ici, les reprises, c'est correct. Je suis en très grande pente ici et ça fait le travail, c'est 156 chevaux. Effectivement, comme je l'ai dit en introduction, ça reste une voiture pragmatique, familiale, confortable. Ça ne sera pas une voiture très sportive. Je vais me mettre en mode sport quand même pour tester un petit 0 à 80 juste ici. On ressent d'ailleurs beaucoup les différences entre les modes de conduite. Ça, c'est assez plaisant. C'est parti, hop, on sent le train avant un peu et là, pied dedans, je suis à 50, 60, 70, 80. Bon, voilà, franchement, au niveau des reprises, au niveau des accélérations, c'est satisfaisant, je trouve. C'est bien mieux que l'équivalent thermique, que ce soit le plug-in hybride, l'essence ou le diesel. Ici, sur l'électrique, on a la patate. Dès qu'on met le pied dedans, ça envoie. Le couple, il n'est pas phénoménal pour une voiture électrique, mais il est très bon par rapport à ses équivalents thermiques. Sur route, là encore, voiture confortable. Je suis très bien installé dans ces sièges. Alors, c'est des sièges en option ici. Je regrette quand même que sur la version électrique, on n'ait pas les sièges en option en cuir Nappa, ce qui est le cas sur les versions thermiques de cette Opel Astra. Sur l'électrique, on n'a pas les sièges en option très beaux, très qualitatifs. On a ces sièges ici qui sont aussi très bien, plutôt confortables. Je n'ai pas eu de problème de dos ou quoi que ce soit sur les plus de 2000 km à son volant. J'ai fait même 800 km en un jour. Pas de problème à signaler au niveau du confort de l'assise. On peut régler la profondeur d'assise. Mais c'est vrai que dans cette gamme de prix-là, on aurait préféré une sellerie en cuir Nappa qui en option, qui coûte assez cher, je crois 3000 francs suisses. Mais on aurait bien aimé, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur l'électrique. Idem, ce sont des sièges à réglage partiellement électrique, notamment au niveau du dossier. Mais par contre, pour avancer et reculer le siège, ça se passe manuellement. Ça, c'est dommage. Et pour le passager ou la passagère, idem, c'est un réglage manuel. Et ça, c'est dommage compte tenu du tarif de cette Opel Astra à plus de 50 000 francs suisses pour le full option. On aurait aimé des sièges à réglage totalement électriques, comme c'est le cas sur les versions thermiques d'ailleurs de cette Opel Astra. Ici, vous le voyez, j'ai quand même dû presser le frein parce que c'est un petit défaut de cette plateforme, c'est que la récupération d'énergie ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien les voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet. On peut se passer de la pédale de frein. Ici, je dois quand même de temps en temps presser la pédale de frein. Vous l'entendez ici, la voiture sonne quand on roule trop vite, mais je ne roulais pas trop vite. C'est une limitation à 80 km/h ici. Pour désactiver, c'est super simple. On se met ici, hop, bim, et on revient au menu. Ça, c'est cool.
Ici, entrée sur autoroute, je mets le pied dedans. Alors là, jusqu'à 100, 120, aucun problème, hein, vous le voyez, j'arrive à 120. Rien à signaler à ce niveau-là. Par contre, à 120, 130, 140, là, les reprises, elles sont pas géniales. C'est clair, c'est un peu moins bien que sur d'autres voitures électriques. On l'a vu, la fiche technique, hein, on l'a vu en introduction, ça casse pas trois pattes à un canard. Bon, sur autoroute, là encore, c'est une voiture très bien insonorisée, très confortable, bonne position de conduite. Les accoudoirs sont un peu fermes, mais ça passe encore. Franchement, très bonne impression sur autoroute. Et j'ai été aussi épaté par le système de conduite semi-autonome, qui est vraiment bon. En fait, il se montre très fiable. Alors, il faut faire attention évidemment en zone de travaux. Il faut faire attention quand ça tourne un peu trop. La voiture, des fois, elle a tendance à prendre les virages trop à l'extérieur. Donc, il faut faire attention, il faut accompagner un petit peu la voiture. Mais comme ici, je me suis mis donc à 120 km/h, la voiture, elle gère l'espace avec les véhicules de devant d'une manière plutôt bien, je trouve. Elle reste plutôt bien dans les voies également, donc ça c'est cool. Elle n'a pas trop sonné, hein. J'ai pas l'impression que ça soit un volant capacitif, je sais pas trop. Mais en tout cas, pendant ces 2000 km, elle n'a pas vraiment sonné comme quoi je n'étais pas attentif ou comme quoi je n'avais pas les mains sur le volant. Des fois, ça arrive, hein. Par exemple chez Tesla, on a les mains sur le volant, la voiture sonne quand même. Ici, c'est pas le cas. Je peux vous montrer d'ailleurs ce système que j'aime bien, hein, qui m'a bien aidé durant ces quelques centaines, même milliers de kilomètres sur autoroute. Regardez, la voiture décélère ici, derrière un camion. Et là, je mets mon clignotant, la voiture, elle réaccélère directement. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bien. Et ça manque sur certaines autres voitures. Ici, la voiture se montre plutôt dynamique. Justement, quand on dépasse, elle n'attend pas d'être totalement sur la voie de gauche, justement, pour réaccélérer. Donc ça, c'est cool. Donc, ce système de conduite semi-autonome, très positif. Voilà, il faut faire attention, on n'est pas au niveau de BMW non plus, mais c'est très satisfaisant pour faire des longs trajets. Très bonne insonorisation et consommation mesurée sur autoroute. Sur autoroute, c'est presque un sans faute en somme. Très bonne surprise. Le petit bémol, c'est quand même les temps de recharge qui ne sont pas exceptionnels. C'est vrai qu'on aurait aimé des temps à 22-25 minutes, ça aurait été quand même mieux que 30 minutes. Mais dans l'ensemble, on ne sera pas trop limité en été. Comme j'ai dit en introduction, il faudra faire attention en hiver. Donc voilà le bilan de cette Opel Astra Sports Tourer. C'est un peu mitigé dans le sens où ce n'est pas une excellente voiture électrique sur sa fiche technique. Elle est vendue un peu cher, je trouve. En comptant, on l'a vu en location, on a des tarifs assez intéressants. Ça dépend là encore des concessions, des courtiers avec lesquels on travaille. Je vous mettrai des liens si jamais vous pouvez être intéressé. Enfin en bref, donc on l'a vu, c'est une voiture chère quand même. En fait, ça serait une très bonne voiture si elle était facturée un petit peu moins cher. Mais là, son prix, ça me fait un peu tiquer parce que pour le même prix, on peut avoir un modèle Y qui sera beaucoup plus habitable, qui sera plus dynamique, avec beaucoup plus d'espace, une meilleure connectivité, enfin bon bref, un modèle Y quoi. Si on aime la philosophie Tesla, c'est vrai que la question ne se pose pas. Si on n'aime pas la philosophie Tesla, bon, pourquoi pas cette Opel Astra Sports Tourer? En fait, si on le compare à ses cousines Peugeot i308, Opel Astra normal ou même Jeep Avenger Fiat 600, c'est une très bonne proposition parce que pour à peu près les mêmes tarifs, on a plus d'espace et un intérieur aussi plutôt qualitatif. Voilà, on s'y sent bien dans cet habitacle avec des consommations aussi très mesurées, même un petit peu plus faibles que la concurrence du même groupe. Je dirais, mais ça a confirmé encore, avec une meilleure vitesse maximale, etc. Donc par rapport à ces cousines du même groupe qui se vendent plutôt bien, on le voit dans les chiffres d'immatriculation, c'est une bonne proposition. Donc si vous hésitez entre la concurrence ou celle-ci, j'aurais tendance à recommander quand même une Opel Astra Sport Tourer ou alors une Peugeot i308 SW qui offre plus d'espace pour à peu près les mêmes tarifs. En revanche, par rapport à la concurrence, c'est un petit peu délicat. Donc, je vous recommande vraiment de comparer les tarifs. Si vous êtes intéressé par un leasing ou une location, comparez les offres et regardez laquelle sera le moins cher. C'est vrai que ça dépend des fois de la saison. On peut avoir des fois des excellentes offres sur des véhicules particuliers. Donc voilà, n'hésitez pas à comparer les tarifs. Le bilan, il reste mitigé, mais quand même plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à moins bien, pour être honnête. Ça reste une voiture polyvalente, pragmatique. Effectivement, on ne va pas prendre beaucoup de plaisir à son volant. Elle reste assez agile, dynamique, hein, on l'a vu. J'aime bien la direction, assez précise, etc. Après, voilà, clairement en modèle 3, on a beaucoup plus de sensations à son volant. C'est une voiture 2 fois plus puissante, rivée au sol, c'est plus fun. C'est peut-être un petit peu moins pratique au niveau du coffre, on a plus d'espace, mais l'ouverture est un petit peu plus compliquée chez Tesla vu que c'est juste une malle et c'est pas un haillon. Donc voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Dites-le moi dans les commentaires. Merci à vous d'avoir été présent dans ce bilan complet. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur au volant de voiture électrique. Bye bye!